Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au Centre d'art et de culture du Fonds social juif unifié pour ce nouveau rendez-vous de Rachi en partenariat avec la radio RCJ. Alors un rendez-vous désormais très attendu puisque vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et pas uniquement en France mais dans de nombreux pays francophones. Et vous le savez, pour le Fonds social juif unifié, la culture est essentielle. Voilà pourquoi nous poursuivons plus que jamais notre mission de diffusion, de rencontres, de débats, pour donner à découvrir, à réfléchir, à échanger, pour tout simplement se poser dans un monde qui va parfois trop vite. Et ce soir, nous avons le privilège de recevoir Boris Cyrulnik. Est-il nécessaire de le présenter? Neuropsychiatre, psychanalyste, il est une voix majeure dans les questions et débats de société. Et nous avons d'autant plus de plaisir à l'accueillir puisqu'il est président du prix Annie et Charles Corrin pour l'enseignement de l'histoire de la Shoah, un événement organisé sous l'égide du Fonds social juif unifié. Alors, durant ces rencontres, vous avez, vous le savez, la possibilité d'interagir avec notre invité en posant vos questions en direct sur vos écrans et elles seront citées à la fin de l'entretien. N'hésitez pas également, si ce n'est déjà fait, à vous procurer le livre de Boris Cyrulnik dont il sera question ce soir dans l'onglet blog de votre écran. Alors, Michel Gad-Volkovitch étant retenu à l'étranger, c'est Yael Hirsch, journaliste à Toute la Culture et à Schéma, qui mènera ce soir l'entretien avec Boris Cyrulnik autour, entre autres, de son nouveau livre, Des âmes et des saisons. Yael, bonsoir. Bonsoir Fabienne. Et bonsoir, docteur Cyrulnik. Je suis vraiment enchantée de pouvoir vous poser des questions sur ce très beau livre, Des âmes et des saisons, qui vient de paraître chez Odile Jacob. Donc, plus vraiment besoin de vous présenter, je crois, à votre public nombreux ce soir. Vous êtes neuropsychiatre, vous avez fait rayonner le concept de résilience, donnant beaucoup d'espoir à des êtres fragiles, traumatisés, ceux que vous avez appelés aussi des vilains petits canards, pour, avec les bons éléments avec lesquels se bâtir, pouvoir reprendre vie. Dans vos livres, vous nous parlez souvent à la première personne aussi de votre expérience, et c'est une voix familière qui nous accompagne, voix qui nous a suivis toute cette année un peu difficile, puisque l'an dernier sortait au moment même du confinement un livre sur la violence et sur les rapports entre la France et l'Algérie avec Boualem Sansal, qui nous a accompagnés, et puis après, tout au long de l'année, votre voix nous a aussi accompagnés avec des conseils sur comment peut-être faire face à ce qui nous arrive et se reconstruire, commencer déjà à organiser la reconstruction, avec notamment l'idée de repenser notre civilisation et passer par la culture. C'est aussi des idées que vous défendez dans ce livre, où à la fois vous mettez, cette fois encore, vous mettez tout votre savoir, votre expérience dans la balance. Donc je montre à l'écran, même s'il apparaît dans l'anglais, Des âmes et des saisons, qui est un livre qui s'articule autour d'un concept que vous nous offrez, que vous conceptualisez, que vous nous apportez, qui est la psychoécologie. Et j'ai une première question qui est: est-ce que c'est la situation exceptionnelle que nous traversons qui a encouragé, vous a poussé à développer ce concept d'éco-psychologie, ou est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous travaillez, vous faites de la recherche depuis longtemps? Alors, l'origine des travaux scientifiques est souvent autobiographique. Les scientifiques ne l'avouent pas, mais le choix de l'objet de science parle de ce qui nous touche. C'est pour ça que de temps en temps, dans mes livres, je parle de mon enfance, parce que mon enfance m'a rendu sensible à un problème, celui du langage totalitaire, celui du nazisme, puisque ma famille a disparu et que j'ai été arrêté à 6 ans et demi. Mais donc ça veut dire que ça m'a rendu sensible à un type d'information. Et dans les années d'après-guerre, j'entendais dire si Hitler a existé, c'est parce qu'il avait la syphilis, c'est parce qu'il avait le Parkinson, c'est parce que, etc. Et j'étais gamin et ça me paraissait déjà stupide. Et je me disais, mais non, ce qui se passe, nous, êtres humains, nous, on ne peut pas vivre sans les autres. C'est pas toujours facile de vivre avec les autres, mais on ne peut pas vivre sans les autres. Donc il faut des rituels de politesse, d'interaction, de culture. Et je pense qu'on est tout le temps pénétré par le milieu. Biologiquement, notre corps est pénétré par l'altitude, par le froid, par la chaleur, par la famine, par la pléthore d'aliments. Et notre esprit est pénétré par des récits. Les récits de notre famille, les récits de notre culture. Donc je me disais, on ne peut pas expliquer
la folie nazie par une seule cause. Et ma formation épistémologique a commencé à l'âge de 10 ans. Et j'ai gardé cet esprit en moi. Et ensuite, quand j'ai fait médecine, psycho, etc., j'ai gardé cet esprit. Ça fait 40 ans à peu près que je travaille sur ce concept. D'accord. Mais vraiment, cette idée de préserver un milieu et préserver l'individu, vous les avez toujours tenus ensemble? Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire que l'idée que je propose, c'est que on est pénétré biologiquement et verbalement par le milieu. Mais on a une liberté, on n'est pas passif, on peut agir sur le milieu qui agit sur nous. Et là, on a un degré de responsabilité. Nous, individuellement, est-ce que je me soumets ou est-ce que je me débat? Est-ce que je reprends un bon développement le mieux possible? On a un contrat de famille. Est-ce qu'on vit ensemble? Et on a un contrat culturel aussi. On est responsable de l'école, on est responsable des récits qui permettent de sculpter nos enfants. J'ai une petite question sur vos différentes sources. Dans votre recherche, évidemment, il y a votre expérience clinique et d'enfant. Mais j'ai cru voir un peu dans le titre, peut-être, des âmes et des saisons, une petite référence à la théorie des climats de Montesquieu, peut-être, ou pas du tout. Et ensuite, est-ce qu'il y a d'autres références, d'autres psychiatres, neuropsychiatres, psychanalystes, qui travailleraient sur ces correspondances entre préserver l'individu et préserver le milieu? Alors, vous avez raison, des âmes et des saisons, il y a une référence. Alors, moi, je n'ai pas pensé à Montesquieu, que je n'ai pas tellement fréquenté. Très bien. Mais j'ai pensé à des racines et des ailes. J'ai compris. Donc ça, vous l'avez fréquenté, ça. Alors, j'ai pensé à des racines et des ailes, et j'ai pris une fable, qui est une fable vraie. C'est un géographe, Jean-François d'Ombremès, qui avait fait une publication très ancienne, qui me sert de fable pour poser le problème. Sur les pentes de l'Everest, dans les plaines, il y a de l'eau, il y a des fruits, il n'y a pas de danger, les enfants courent partout, les animaux vaquent, les hommes n'ont qu'une idée en tête, c'est assister à des combats de coqs et à organiser des bals populaires. Et puis la mousson arrive. Donc il faut monter sur les pentes de l'Everest. Et là, les animaux, il faut les surveiller. Là, il fait froid la nuit, il faut engranger les aliments. Et les rituels familiaux apparaissent, alors qu'il n'y en a presque pas dans la plaine. Puis une partie du même groupe monte sur le sommet, au haut du haut, comme disent les Tibétains. Et là, il y a des pentes partout, il y a des précipices. Et là, il faut faire très attention. Si un animal tombe et meurt, c'est grave. Si un enfant tombe, c'est encore plus grave. Donc là, les rituels deviennent de fer, autoritaires. Et le groupe doit se retrouver, la famille doit s'entraider. Et puis le même groupe redescend et on voit disparaître les rituels. On voit l'autorité perd son sens. Et si un homme ou une femme est autoritaire en bas dans la vallée, on appelle ça autoritarisme. C'est une autorité abusive, mais alors qu'elle est nécessaire en haut du haut. Et l'imaginaire n'est pas le même, puisque en haut du haut, on pense à la mort, on pense au Yéti, on pense aux panthères des neiges, c'est beau, c'est un peu angoissant, et plus on descend, et quand on arrive dans les plaines, on pense qu'au combat de coq et au bal populaire. Il y a beaucoup dans votre livre et tout au long du livre, mais de vos livres en général, un refus de ce que vous appelez le fixisme. Pour vous, tout est toujours en évolution, rien n'est fixé dans du marbre. Et je me demandais si c'est facile d'être entendu aujourd'hui quand on prône l'évolution jusqu'à l'évolutionnisme, je sais pas, vous allez me dire, et qu'on est encore fervent croyant, je sais pas si c'est toujours du progrès, mais en tout cas que l'espèce humaine évolue et la psyché à l'intérieur des individus évolue. Alors tout évolue, hein, tout être vivant évolue, la forêt évolue, les astres évoluent, s'éteignent un jour ou l'autre, les animaux évoluent, sont plus les mêmes aujourd'hui, les dinosaures ont disparu, vous l'avez sûrement remarqué, hein. Donc, et les êtres humains évoluent incroyablement. On n'est plus du tout les mêmes qu'à l'époque de Monsieur et Madame Cro-Magnon, ou à l'époque de Monsieur et Madame Sapiens. C'est-à-dire que physiquement, on n'est plus les mêmes. Et quand on raisonne en termes évolutifs, on se rend compte que le corps n'est pas le même. Quand les Romains ont imposé leur paix autour de la Méditerranée, ils étaient grands. On a les squelettes.
Et puis quand la Rome a commencé à dégénérer, les squelettes mesurent 1,50 m, 1,60 m. On a la même chose à l'époque de Napoléon. Les hussards qui ont mis l'Europe à feu et à sang, qui ont répandu l'administration napoléonienne, merci Napoléon, et puis merci Napoléon pour avoir reconnu aux Juifs le droit d'être citoyens. Mais pas merci Napoléon pour avoir réduit les frontières de la France, pour avoir provoqué plus d'1 million de morts et pour avoir ruiné tous les pays occidentaux. Alors ça, c'est assez intéressant parce qu'on voit que ces bons hommes mesuraient 1,60 m. Napoléon, 1,62 m. Joséphine, 1,45 m. Est-ce que c'est déjà issu des violences de la Révolution française, du coup? Puisque on imaginerait que les générations, les petits-enfants de Napoléon soient petits éventuellement après tant de violences. Ça arrive tout de suite au moment où Napoléon envahit... Dès les premières grossesses. Parce que les découvertes neurologiques, neurobiologiques et neuroimagerie, et je travaille avec Shaul Harel à Tel Aviv, ça a été un des premiers à montrer que quand les femmes enceintes sont stressées, elles sécrètent des substances du stress. Schématiquement, c'est le cortisol et la catécholamine, mais il y en a d'autres, mais enfin c'est les deux substances vedettes. Or, à Bordeaux, Anne-Laure Suter a montré que le cortisol sanguin passait dans le liquide amniotique et était toxique pour le bébé qu'elle portait. Donc les bébés arrivent au monde avec une altération cérébrale provoquée non pas par la mère, mais provoquée par le malheur de la mère. Et le malheur de la mère, ça peut être son mari, la violence conjugale, ça peut être la guerre chronique, les attentats, comme en Israël, ou ailleurs, ça peut être la pauvreté, la précarité sociale, où tout est un stress chronique, et les bébés arrivent au monde, donc après la Révolution française, la ruine, l'industrie s'est arrêtée. Tout le monde a été ruiné, il y a eu des famines. Et à ce moment-là, les femmes ont mis au monde, elles ont été stressées, elles ont eu du mal à aboutir leur grossesse, et elles ont mis au monde des bébés petits, qui ont donné des petits bons hommes et des petites bonnes femmes. Dans le livre, mais comme souvent, ce qui est aussi assez fort, je trouve, c'est que vous refusez le binaire. Donc vous mettez assez souvent de côté. On a tous tendance à penser assez simplement, c'est noir ou c'est blanc, c'est ci ou c'est ça. Et là, vous me dites, par exemple, non, c'est pas corps ou l'âme. Le cerveau se transforme et est influencé par la manière dont le corps fonctionne, et donc l'âme aussi. Vous nous dites, il n'y a pas nature ou culture. La culture, justement, peut influencer la manière dont l'espèce évolue, etc. Et vous nous dites aussi, non, c'est pas forcément homme-femme. Et vous nous parlez des anguilles de Freud. Et j'aimerais bien que vous nous parliez un petit peu cette façon de refuser la loi du 2 pour aller un peu plus loin ou penser les choses de manière plus complexe. Alors j'en ai parlé, tout le monde est soucieux. Vous vous êtes sûrement posé la question, où sont passés les testicules des anguilles? Vous vous êtes posé cette question? Absolument, souvent. Mais j'étais peut-être pas en mission en Italie pour... Et Freud, alors un jour j'étais à Vienne avec des psychanalystes, et on visite le cabinet de Freud à Vienne, sinistre, mais il y avait une table avec un appareil bizarre. Et je demande à la personne qui entretenait le cabinet, je lui dis, mais qu'est-ce que c'est? Elle me dit, c'est un anguillostome. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pour disséquer les anguilles. Je n'imaginais pas Freud en train de disséquer des anguilles. Et avec ma femme, on part un jour à Trieste, où il y a l'Institut de biologie marine. Et ma femme parle très bien l'italien. On retrouve l'Institut de biologie marine, on retrouve la publication de Freud, mais à cette époque-là, Trieste faisait partie de l'Autriche-Hongrie. Donc, on a fait traduire l'article qui a été publié grâce à Widlecher et Fedida, qui sont des grands noms de la psychanalyse. Et on a fait traduire l'article de Freud, qui est le seul prix scientifique qu'il ait obtenu. Le prix naturaliste de la ville de Francfort, le prix Goethe, qui est un grand prix allemand. C'est le seul prix qu'il a eu pour un travail naturaliste. Et alors on se demande, l'article est minable. Mais c'est intéressant parce qu'il se pose la question, est-ce que vraiment le déterminisme sexuel est inexorable? Les anguilles n'ont que des ovaires, il n'y a pas de testicules, ce qui vous a rendu soucieuse. Et bien, c'est parce que Freud dit, il y a une couronne de cellules au sommet des ovaires. Si le milieu varie, cette couronne-là peut se transformer en testicules et donner des spermatozoïdes.
Et les psychanalystes ont complètement oublié ça, mais vous pouvez le vérifier dans Les Évolutions, le livre PUF, je ne me rappelle plus quelle année, Wiedlecher et Fedida. Et il se trouve que, actuellement, l'an dernier, ce travail a été repris par Geffroy, un biologiste qui a pris des girelles qui sont en grande abondance en Méditerranée. Et il y a une variété de girelles, les mâles ont une grosse tête, ils sont plus gros que les femelles, et ils ont une grosse tête, ils ont une collerette noire et une tête bleue. Et ils ont eu l'idée d'enlever le mâle, parce qu'en éthologie, on sait que la présence d'un mâle dans une groupe femelle abaisse l'âge de la puberté des femelles. On enlève le mâle, la puberté des femelles s'élève. Il y a donc une interaction du simple présence des deux sexes. Et ils ont l'idée d'enlever la girelle, je ne sais pas si on dit le girelle mâle ou la girelle mâle, ils l'enlèvent et on voit que une femelle petite, jaune, grossit, change de couleur, acquiert une collerette bleue et une collerette noire et une tête bleue. Et quand ils sacrifient le poisson, ils se rendent compte que les ovaires se sont transformés en testicules. Freud avait donc raison. Mais les psychanalystes ne parlent jamais de ce travail, qui pourtant est passionnant parce que ça permet de rendre observable et de répondre à votre question. La pensée binaire, c'est la pensée des enfants. On commence comme ça, tout ce qui n'est pas grand est petit, tout ce qui n'est pas gros est maigre, et tout ce qui n'est pas homme est femme. C'est des catégories nécessaires pour penser quand on a 6-8 ans, mais abusives, parce qu'on sait en vieillissant que, et maintenant biologiquement c'est confirmé, on est plus ou moins homme ou plus ou moins femme, on a un déterminisme biologique, XX ou XY, les chromosomes, mais les techniques de mesure modernes montrent que ces chromosomes s'expriment de manière incroyablement différente selon la structure du milieu. Donc une femelle XX, dans un certain milieu, sera pas très femelle. Elle peut ne pas être très femelle alors qu'elle est XX. Et à l'inverse, un mâle XY, selon le milieu, peut très bien ne pas être totalement mâle. Donc il y a un gradient de sexualité. On est, selon notre milieu et notre développement, on est plus ou moins homme et plus ou moins femme. Oui, vous vous arrêtez pas tout à fait aux anguilles, vous donnez des exemples dans des milieux difficiles pour certaines femmes ou jeunes femmes qui deviendraient du coup plus masculines comme pour se protéger, ou vous donnez des exemples, plusieurs exemples assez concrets parmi nous, quoi, d'humains. Alors oui, j'étais en Roumanie avant la chute du mur et j'y suis retourné avec Médecins du Monde tout de suite après la chute du mur. J'ai eu l'occasion de voir ce qu'en France on appelait les orphelinats. C'était pas des orphelinats, les enfants étaient jetés dans des mouroirs, personne ne leur parlait, et ils avaient un coup de jet d'eau par mois et une gamelle par jour. Vous imaginez l'état de ces enfants. Et ils se balançaient, ils parlaient pas, ils étaient monstrueux. Et on nous disait, c'est pas la peine de s'occuper d'eux, c'est des monstres, c'est pour ça que les parents les ont abandonnés. Et nous on disait, mais non, ils sont monstrueux parce qu'ils ont été abandonnés. Et j'ai été invité au Québec, où il y a eu une institution catholique, avait s'occupé d'enfants nés hors mariage, ce qui était considéré comme un crime, alors qu'aujourd'hui à Paris, 60% des enfants naissent hors mariage, et ils se développent aussi bien que les autres. Et donc, mais à cette époque-là, c'était considéré comme un crime. Et ces enfants étaient les mères malheureuses ou contraintes par la société, très souvent abandonner leurs enfants. Et les prêtres ont eu une idée malheureuse. Le prix de journée était supérieur dans un hôpital psychiatrique que dans un orphelinat. Donc ils ont fait une démarche administrative pour devenir hôpital psychiatrique. Et personne ne s'est occupé de ces enfants qui vivaient parmi des Alzheimer, des schizophrènes agités. Personne s'en est occupé. Et quand j'ai visité ces deux institutions, les mouroirs de Ceausescu à Bucarest ou en Roumanie, ou les orphelins de Duplessis, j'ai été frappé parce que j'étais avec des éducateurs et je disais mais il n'y a pas de filles. Et alors on cherchait mais il n'y a pas de filles, c'est quand même curieux. Alors c'était les infirmières, les Roumains les appelaient les femmes punies. Ça les motivait pour
parce qu'elles avaient été en désaccord avec Ceausescu, donc elles étaient punies, on les mettait là. Donc elles n'étaient pas très motivées pour s'occuper des enfants. Et elle nous dit, mais si, elle, c'est une fille. On voyait un gars. Même raisonnement à Duplessis, mais non, mais il y a des filles, elles étaient petites, trapues, dures, et on ne voyait pas que c'était des filles. C'est-à-dire, et d'ailleurs, on voit que quand une culture est dure, les femmes meurent très jeunes. Actuellement, au Congo, l'espérance de vie des femmes est de 40 ans. Avec la découverte de Semmelweis, prophylaxie de l'accouchement, 1862, l'espérance de vie des femmes en France était de 36 ans. Et quand les conditions de vie des femmes se passent dans une civilisation, aujourd'hui, une petite fille qui arrive au monde en France a une chance sur deux d'être centenaire. Donc les femmes, alors les hommes profitent aussi de ça, mais les femmes en profitent encore plus. Et elles se développent physiquement, bien sûr mentalement et socialement, en fonction des structures du contexte sur lesquelles on peut agir. Du coup, je pensais votre psychoécologie n'est pas opposée à la théorie du genre, en fait. Ou parce que souvent on dit, oui, la théorie du genre, mais regardez, biologiquement, les hommes et les femmes sont différents. Mais cette idée que les choses sont aussi un construit social et dépendent du milieu, ça va dans le même sens? Voilà, ça reste entre nous, sinon je vais me faire assassiner. Très bien. Mais il y a une partie importante du livre qui exprime un grand changement. Donc on a les femmes qui mettent leur petite collerette jaune comme ça, qui vont chasser, qui vont comme voilà. Mais vous avez des très belles questions sur le devenir de l'homme. C'est en train de changer devant nos yeux. Je vous cite page 118. À quoi sert aujourd'hui un corps d'homme? Et puis vous mettez beaucoup en scène le père. Et sans reprendre le nom du père, un peu classique, on a l'impression que le papa est devenu quelqu'un d'aussi aimant, entourant, s'occupant autant des enfants que la maman, et du coup, il y a un peu une indifférenciation des rôles, et vous portez pas vraiment d'éclairage ou de jugement là-dessus, mais vous revenez dessus plusieurs fois sur cette place des hommes et cette place du corps des hommes et de l'autorité des hommes. Et oui, parce que ça permet de rassembler les observations de psychoécologie. Le père ne passe son temps à naître. C'est-à-dire que, à l'origine de Monsieur et Madame Sapiens, il y avait un groupe de 30, 40 personnes, il n'y avait pas de père. Il y avait des accouplements, mais il n'y avait pas de couple. Quand un enfant arrivait, le groupe s'occupait de l'enfant. Comme je l'ai vu dans les campagnes, comme toutes mes copines d'enfance, à 20 ans, elles avaient déjà 1 ou 2 enfants. Aujourd'hui, les jeunes femmes mettent au monde leur premier enfant, elles ont presque 31 ans, ce qui change beaucoup sur le plan relation, parce que c'est l'âge où on commence à médicaliser les grossesses. Ça ne veut pas dire que ce sera mal, mais ça veut dire qu'il faut surveiller le diabète, l'hypertension, les reins, parce qu'en cas il faut le dépister. Mais ça veut dire que, quand il y aura l'inévitable bobo de la famille, la jeune mère va téléphoner au pédiatre. Elle ne va pas demander conseil à sa propre mère, à la grand-mère ou à son mari. Donc ça veut dire que l'amélioration et le changement des femmes qui mettent au monde leur premier enfant aujourd'hui à 31 ans changent le lien familial. Or, à l'époque de Monsieur et Madame Sapiens, on voyait les gens s'accoupler, mais on ne savait pas qui était le père. C'était pas la peine d'inventer un père, puisque le groupe de 30 personnes s'occupait du bébé et de la mère. C'était pas la peine, on n'avait pas besoin de père. Quand le néolithique est arrivé, là il a fallu engranger, construire, dormir, faire des rituels familiaux. Et là il a fallu désigner un père. Et le père, donc, c'était, dans notre culture occidentale, on a dit que le père c'est celui qui a fait le coup, si vous permettez cette délicate métaphore. Donc, alors qu'en fait il y a beaucoup de cultures qui considèrent que le père c'est pas forcément l'amant. L'amant, c'est celui qui a eu des relations sexuelles avec la mère, c'est pas le père. Le père, par exemple, il y a beaucoup de cultures africaines ou musulmanes ou hindouistes qui disent que le père, c'est celui qui est désigné par la culture pour s'occuper de l'enfant, en être responsable et s'y attacher. Celui qui a eu des relations sexuelles, c'est l'amant. Donc il y a des contresens, bien sûr, comme d'habitude, entre les cultures. Or, pendant très longtemps, les hommes ont eu, dis donc, le privilège de la domination. Alors qu'ils aient eu le rôle de dominateur, c'est clair, c'est difficile à contester, c'est clair. Les femmes étaient donc entravées, mais est-ce que la domination était vraiment un privilège ?
Les hommes étaient chefs de famille, mais ils n'étaient jamais dans leur famille. C'est les femmes qui géraient tout. J'ai connu l'époque où les mineurs de Gardanne travaillaient 10 heures par jour. Ils connaissaient pas leurs enfants. J'ai connu l'époque où les ouvriers des chantiers de la Seine, où j'étais médecin, ne voyaient la lumière du jour 2 mois par an. Et ces hommes-là, que j'ai soignés, mouraient de silicose entre 45 et 50 ans, quand ils ne mouraient pas d'accident avant. Et ces hommes-là étaient complètement donnés tout leur salaire à leurs femmes qui étaient entravées socialement, qui étaient dominées. Mais le prix de la domination, c'était une altération de la condition humaine des hommes. Ils étaient héroïsés. Or, pourquoi est-ce qu'on héroïse un homme ou un groupe humain? C'est parce que le groupe est en danger. Et on héroïse un homme pour l'encourager au sacrifice, à l'armée, ou au travail, ou dans certaines circonstances. Donc la domination des hommes qui est claire, je ne suis pas certain que c'était un avantage. Or, actuellement, on constate que ce qu'on appelle père dans notre culture, c'est une deuxième figure d'attachement. Alors ça peut être l'amant dans notre culture, ça peut être le beau-père, ça peut être la grand-mère. Ce qui compte, c'est qu'il y a une deuxième figure d'attachement, que le bébé apprenne à s'attacher à sa figure maternelle, parce que ça, c'est elle qui a le privilège affectif, hein, comme c'est les femmes qui portent les enfants. Donc, du moins avant les réformes, c'est encore comme ça aujourd'hui. Donc, les bébés s'attachent à la mère, c'est la figure d'attachement, la base de sécurité primordiale, mais si elle est seule, le bébé se retrouve dans une prison affective. Il faut donc qu'il y ait l'attachement maternel et l'attachement à une autre figure d'attachement qu'on appelle père, même si c'est une femme. On l'appelle père, ou même si c'est une nurse, c'est une autre figure maternelle. Il faut donc qu'elle soit près de la mère, mais différente de la mère. Parce que si c'est comme la mère, ça sera un clone. Le bébé ne fera pas la différence. Donc exceptionnellement qu'il y ait 2, c'est important. On n'a pas besoin de dépasser, enfin, il faut au minimum 2. Et voilà, alors j'en avais parlé de ça avec le rabbin Ouaknin, que vous connaissez peut-être, et on s'était mis d'accord pour dire ce qui est dangereux, c'est le concept de 1. Parce que s'il y a 1, il n'y a pas d'altérité. Et dans ce cas-là, notre psychisme s'arrête. Donc il faut qu'il y ait un homme, une femme, des grands, des petits, les catégories de tout à l'heure, même s'il y a des gradients, il faut qu'il y ait 2 pour qu'il y ait altérité. On revient avec ce que vous disiez sur le totalitarisme et le nazisme. Alors absolument. Et le premier qui a dit ça, c'est Victor Klemperer. C'est un linguiste allemand qui racontait comment le langage autrichien et le langage allemand changeaient dans les années 30. Et il a vu comment la manière de parler cessait de se représenter d'autres cultures. Il y avait le seul qui était représentable, c'était le héros blond aux yeux bleus, le surhomme. Après, évidemment, tout n'est pas toujours aussi limpide. Par exemple, vous expliquez que le milieu et la culture ont une influence sur l'âge des règles chez les jeunes filles. On voit les variations presque aussi vite que le bébé dans le ventre de la maman. Et s'il y a une violence constante et régulière, et notamment dans certaines catégories de population, les filles sont réglées plutôt jeunes, mais si elles sont dans un système très protecteur, avec une éducation, elles ont les règles plus tard. Et en revanche, si c'est une violence extrêmement traumatique, elles les ont encore plus tard. Donc il y a un degré de violence où on a les règles plus tôt et un degré de violence où on a les règles plus tard. Alors je le dirais un peu autrement. En France actuellement, la courbe des petites filles réglées vers 8 ans, avant 10 ans, monte très rapidement. On s'est demandé pourquoi. Et très souvent, ce sont des petites filles de parents pauvres. C'est-à-dire qu'il y a une hyperdensité, un petit logement, il y a du bruit, la télévision, on est à 6 dans 30 mètres, 20 mètres carrés, et il y a des stimulations constantes. Les filles et les garçons, les filles s'adaptent à cette hyperdensité en se mettant devant la télé sans bouger. Donc elles prennent du poids. Or, la graisse féminine finit par se transformer en glande endocrine. Elle sécrète une substance endocrinienne qu'on appelle la leptine, qui donne de l'appétit. Hop, le cercle vicieux est fait. Et les hommes sont en surpoids en France, et les filles sont obèses. Et aux États-Unis, c'est stupéfiant, c'est énorme.
Donc là, c'est les conditions d'existence dans un milieu pauvre qui fait que les filles qui ont leurs règles plus tôt, elles ont leurs règles plus tôt, d'une part parce que les filles se développent plus vite que les garçons, elles ont leurs règles plus tôt, et parce que le milieu les immobilise, les force à manger plus, ce qui fait qu'elles mangent plus, elles bougent pas, et ce qui fait aussi que elles arrêtent leur croissance rapidement après l'apparition des premières règles. Elles deviennent petites et grosses. Alors que dans les milieux riches, il y a de l'espace, il y a des chambres séparées, on peut dormir, on n'entend pas la télé la nuit, on a des rythmes qui respectent la nature, dormir, le travailler, se reposer. Et là, les filles grandissent. Alors, elles ont des règles plus tard, et là, on voit que les filles deviennent grandes. L'autre jour, j'avais une réunion, on était 2 mâles et 6 femelles, et les 2 mâles levaient la tête pour parler aux 6 femelles. C'est-à-dire qu'elles faisaient toutes 1m85 et elles mettaient les talons hauts. Donc, c'est un nouveau corps de femme. Quand j'étais gamin, ma femme fait 1m72, ma fille 1m74, il y avait très peu de filles d'1m85. Et c'est des jolies femelles. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas virilisées, celles-là. Elles sont au contraire, elles se développent bien. Mais quand il y a un stress immense, la guerre, la précarité, une violence conjugale, un stress très grave, ces grandes filles perdent leurs règles aussi. Dans l'anorexie mentale, où ces filles sont très touchées, les règles s'arrêtent. C'est-à-dire que les règles sont le signe les règles chez les filles pauvres sont le signe d'une désorganisation sociale. L'absence de règles chez les filles dans un milieu stressé sont aussi le signe de désorganisation sociale. Alors, j'avais envie presque d'un petit graphique avec votre livre, parce qu'il y a une géologie comme ça, une géologie qui va avec le concept de psychoécologie. Ça fonctionne en couches, ou en nids, ou en systèmes. Et j'ai pas compris exactement si les couches, les nids et les systèmes, c'était la même chose. Et j'avais envie que vous m'expliquiez un petit peu ces couches géologiques autour de... Ça commence le bébé dans le ventre de la maman. Hein. Voilà, alors ça c'était... Alors, les 2 premiers qui ont tenu ce genre de raisonnement, c'est Freud et Bronfenbrenner, un psychiatre autrichien qui a été aux États-Unis et qui a eu son heure de gloire et que tout le monde a oublié, que j'ai très envie de dépoussiérer parce que c'est une autre manière de penser la psychanalyse et de penser la condition humaine, tout simplement. Alors, Freud prend la métaphore de l'oignon. La génétique, c'est le centre de l'oignon. Il y a une première pelure qui est le corps des femmes. Il y a une deuxième pelure qui est le bras des femmes, et il y a une troisième pelure qui est la verbalité. Alors, et Bronfenbrenner reprend ça, et c'est le plan que j'ai repris dans mon livre. C'est-à-dire que lorsque le spermatozoïde rentre dans l'ovule, il y a un déterminisme génétique. Si c'est un spermatozoïde humain qui rentre dans un ovule humain, ça peut donner qu'un bébé humain. C'est assez rare que ça donne un hippopotame. Ça peut arriver, mais c'est pas publié. Donc ça veut dire qu'il y a un déterminisme génétique. Mais ce déterminisme génétique, dès les premières divisions cellulaires, subit les contraintes du milieu. La preuve, c'est que si une femme vit... Par exemple, il y a eu, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu la famine de Leningrad. Et l'armée nazie, associée à l'armée finlandaise, ce que tout le monde a oublié, a enfermé Leningrad. Il y a eu moins 50 cet hiver-là. Les bateaux ne pouvaient plus arriver sur la Baltique pour apporter les vivres et les armes. Il y a eu, je crois, presque 1 million de morts de faim. Mais lorsque l'armée allemande a cessé le siège parce qu'elle commençait sa déroute, il y avait 700 femmes enceintes qui ont mis au monde un bébé dans un contexte de famine. Tous ces bébés, bien sûr, étaient hypotrophiques. Toutes les filles bébés ont été réglées extrêmement tard. Et tous ces bébés, garçons et filles, se sont très mal développés sur le plan cognitif. Mais maintenant, Shaul Harel, à Tel Aviv, nous dit pourquoi. Parce que lorsque la mère est altérée, les substances du stress altèrent les 2 lobes préfrontaux et le circuit limbique du bébé qu'elle porte. Et ces bébés ont été suivis.
Ils ne pouvaient pas aller à l'école, ils ne comprenaient rien, ils étaient hyperkinétiques, donc ils avaient des processus d'attention très mauvais, et à l'adolescence, ils sont tous devenus diabétiques et hypertendus. C'est-à-dire que une maladie somatique a été provoquée parce que dans l'utérus, ces bébés n'ont pas trouvé ce qui leur convenait pour se développer, parce que la mère vivait dans un contexte social délabrant, la guerre. Alors si j'arrête mon raisonnement là, vous allez être désespéré. Donc je vais vite rajouter une phrase. Maintenant qu'on a compris ça, maintenant il y a des milliers de publications qui confirment de manière scientifique ce que je viens de vous dire en bavardant. Maintenant qu'on a compris ça, on est responsable de ne pas agir sur le milieu des femmes enceintes. C'est-à-dire que qui agit sur le milieu des femmes enceintes? Le conjoint, le mari, la famille, la culture. Si on laisse une femme enceinte seule, on est responsable parce qu'on sait qu'elle va être anxieuse et que ça va transmettre quelque chose au bébé qu'elle porte. Donc il faut que le congé paternité soit plus lent et plus proche parce qu'on sait maintenant que l'image paternelle est une deuxième figure d'attachement très importante, d'une part pour sécuriser la femme enceinte qui est plus seule, et d'autre part pour que la niche sensorielle du bébé soit ouverte. J'aime ma mère, mais près de ma mère, il y a une autre image que je vais familiariser, que je vais apprendre à aimer aussi, que j'appellerai plus tard mon père. Donc on a un degré, maintenant qu'on a compris ça, on a un degré de responsabilité, et c'est pour ça que ça implique des réformes culturelles, parce qu'on sait que lorsqu'une femme enceinte, les femmes n'ont jamais eu d'aussi bonnes conditions de développement physique, psychique et social qu'aujourd'hui en Occident. C'est pas dans tous les pays pareil, mais nous en Occident c'est comme ça. On peut considérer quand même que c'est un grand progrès. Or, il n'y a jamais eu autant de dépression périnatale. Dépression postnatale, énorme, dans l'année qui suit la naissance. Dépression prénatale, pendant que les femmes sont enceintes. Et il y a surtout un phénomène insupportable, c'est le suicide des jeunes mères. Donc là, il y a un indice de désorganisation sociale. Ce qui implique que, puisque maintenant que les métiers ne sont pratiquement plus sexualisés, ce qui implique que maintenant, il faut impliquer les pères. Le mot père va désigner un nouveau statut, et le père doit être près de sa femme, différencié, associé et différencié. Et à ce moment-là, la femme sera sécurisée, elle ne sera pas seule, et le bébé aura une niche sensorielle qui permettra un meilleur développement. Question, est-ce qu'il y a que le père? Parce que j'ai cru comprendre qu'il y a un seul objet qui traverse un peu toutes les niches, la société, la famille, et éventuellement même la petite niche du ventre de la mère, qui est le langage. Est-ce que ce langage et ce passage de message ne peut pas venir, par exemple, d'une sage-femme, de mettre des mots sur des choses? Évidemment, le père est crucial, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres interlocuteurs qui peuvent passer des mots dans ces conditions-là? Alors, ma réponse va être claire, c'est oui et non. Alors, un bébé, Françoise Dolto avait dit il faut parler au bébé. Mais comme elle n'avait pas de méthode scientifique, et elle n'avait pas les capteurs qu'on a aujourd'hui, elle n'a pas pu argumenter. Elle avait compris quelque chose, elle avait senti quelque chose, mais elle ne pouvait pas argumenter. Or nous, on argumente. Et elle m'a invité, rue Cujas, quand on a montré que quand la mère parle, elle caresse la bouche et les mains du bébé qu'elle porte. Quand on a montré ça à Toulon, elle était enchantée parce que on démontrait sa théorie. Mais ce qu'on a montré ensuite, c'est que quand le bébé arrive au monde, sa mère, c'est pas maman. Sa mère, c'est un objet sensoriel, le mamelon, les yeux, 30 cm, la brillance des yeux, les saccades oculaires, les basses fréquences de la voix. Et quand une femme parle, le bébé réagit pas. Quand sa mère parle, le bébé réagit. Donc oui, il faut parler au bébé, mais pas n'importe qui et pas n'importe comment. Et notamment, quand on a fait des enregistrements après la naissance, quand le bébé était dans les bras de sa mère, on s'est rendu compte que quand la mère regardait la télé, le bébé cessait de téter. Quand la mère était malheureuse parce qu'elle était déprimée, parce que son mari était violent, ou parce qu'il n'y avait pas de mari, ou parce que, etc., le bébé mangeait beaucoup moins bien. Dès que la mère était sécurisée, le bébé recommençait à bien manger.
C'est-à-dire que, oui, il faut parler au bébé, mais dans un premier temps, si une sage-femme parle au bébé, le bébé ne va pas répondre. Plus tard, quand la mère va parler au bébé, les neuroimageries aujourd'hui montrent, Guylaine Dehaene montre que quand la mère parle à son bébé, elle stimule une zone particulière du lobe temporal gauche qui consomme beaucoup d'énergie. Et en parlant régulièrement au bébé, elle transforme cette zone temporale en zone du langage. Et petit à petit, le monde, troisième niche sensorielle, petit à petit, le monde du bébé s'élargit. Maman, objet partiel, vous fâchez pas, hein, mais maman, objet partiel, mamelon, yeux, basse fréquence de la voix, odeur. Mère, objet partiel, petit à petit, visage de la mère à 2e mois, 3e mois, pas d'autre femme, visage. Très tôt, plus tôt que ce qu'on croyait, visage du père, 2e figure d'attachement. Et mon maître John Bowlby dit depuis 1950 d'ailleurs, il dit le système familial le plus sécurisant pour un enfant, c'est le système familial à multiples attachements. La mère, si elle est morte, un substitut maternel, ça peut être une autre femme, ça peut être un homme, à condition de ne pas donner le sein, parce que là les hommes font des performances un peu moins bonnes. Donc, petit à petit, ça fait une niche sensorielle hétérogène. C'est pour ça qu'il faut renoncer aux causalités linéaires. C'est pas la mère qui fait ça. J'ai connu l'époque où on disait votre fils est schizophrène parce que vous l'avez parlé avec un double langage. C'est impossible à tenir. On ne peut pas tenir un raisonnement comme ça. Et la mère est inévitable tant que l'utérus artificiel n'est pas performant. Mais peut-être un jour il le sera d'ailleurs. La mère est nécessaire, elle est inévitable. Le père, le mot désigne une fonction d'une deuxième figure d'attachement qui peut être l'amant, qui peut être un homme, qui peut être la grand-mère, qui peut être le deuxième conjoint, le deuxième parent, et les mots. Mais les mots, c'est des mots qui se construisent aussi progressivement. C'est d'abord la basse fréquence, puis au 10e mois, c'est un mot qui indique un objet, va chercher le ballon, va chercher le biberon. Puis au 20e mois, c'est déjà des mots qui désignent des objets impossibles à percevoir. Et ce n'est que vers 5 ou 6 ans que les récits peuvent à ce moment-là présenter le monde culturel auquel tu appartiens. Tu es juive, tu es musulmane, tu viens de tel pays, et c'est les récits qui continuent à tutoriser le développement de l'enfant. Merci beaucoup, Boris Cyrulnik. Je crois qu'il est temps de passer la parole aux internautes, malheureusement. Oui, Yael, merci. Et heureusement aussi, hein, d'ailleurs. Oui, Pardon, oui, mais c'est que j'aurais encore posé une douzaine de questions, je pense. J'étais un peu long. Alors, beaucoup de questions évidemment en lien avec l'actualité, mais également avec le thème de la résilience. Évidemment, Boris Cyrulnik, vous vous en doutez. Et une question de Franck-Éric. Alors, que pensez-vous de l'abus de langage à la résilience ? Le tout est résilient. La question de l'internaute, c'est tout le monde parle de résilience, tout devient résilience. Et comment vous réagissez à ça ? Est-ce que c'est un mot qu'on peut utiliser ? Est-ce un abus de langage, voilà. Un abus de langage. Je réagis bien parce que c'est la règle de tous les concepts scientifiques. Quand un mot scientifique rentre dans la culture, tout le monde l'emploie. Quand vous dites à quelqu'un c'est un idiot, vous ignorez sûrement que c'est un mot scientifique qui signifiait sur l'échelle de Binet et Simon un quotient intellectuel. On a oublié. Quand je vois à la télévision notre compagnie d'assurance assure jour et nuit, c'est dans notre ADN. J'affirme que l'assureur ne connaît pas la formule chimique de l'acide désoxyribonucléique. Donc, et les mots sont polysémiques. Quand vous dites le secrétaire, le mot secrétaire désigne un meuble ou une personne. Si je dis que j'aimerais être votre secrétaire, vous n'allez pas en conclure que je souhaite être votre meuble. Donc les mots, c'est ce qu'on dit de la résilience, c'est inévitable, c'est toujours comme ça. Alors, on peut continuer pour des tas de mots, concepts, mais les gens qui s'intéressent au concept de la résilience lisent un peu. Et le concept est tellement facile
que vraiment ça m'étonne qu'ils se trompent. Hein. C'est un concept, c'est l'évolution, c'est une nouvelle évolution après un traumatisme. En revanche, il y a des gens qui emploient le mot sans connaître la définition, et là, effectivement, il y a des contresens. Alors, une autre question, et cette fois-ci, bien sûr, en lien avec l'actualité. Une grande partie de la population, Boris Cyrulnik, aujourd'hui, exprime de la méfiance face aux autorités, face au pouvoir public, face au gouvernement. Quels sont les risques, selon vous, de cette méfiance, de cette défiance, et quelles conséquences, selon vous, à long terme? Alors ça, c'est une question philosophique passionnante. Parce que dans toute la culture, il y a des gens parmi nous qui aiment l'incertitude, les scientifiques. Contrairement à ce qu'on pense, les scientifiques aiment le doute. Tu as une hypothèse, il faut que tu la valides. Ah ben elle n'est pas validée, on va faire une autre hypothèse, on va changer d'hypothèse, on va changer, et ça va désorganiser les gens qui ne sont pas scientifiques. Alors quoi? Accordez vos violons. Alors quoi? Moi, non scientifique, j'ai besoin de certitude pour être tranquillisé, pour arrêter de penser. Alors que si je suis scientifique ou philosophe, j'ai envie de penser, donc j'ai envie qu'on me dise c'est comme ça dans cette théorie, mais c'est comme ça dans une autre théorie. Et l'incertitude stimule la pensée. J'ai besoin de lire, j'ai besoin de voyager. Alors que la certitude tranquillise, mais on sait ce que ça donne, l'excès de tranquillisant. Ça arrête la pensée. Donc dans la population actuellement, les scientifiques pour ce virus ont fait un travail éblouissant. Ils ont fait le diagnostic de virus à une vitesse stupéfiante. Ils ont fait le diagnostic clinique et les traitements symptomatiques très très vite. Et surtout, ils ont mis un vaccin au point en quelques mois. Ça ne s'est jamais vu jusqu'à maintenant. Mais en revanche, ils ont tâtonné. Ils se sont disputés, comme ça se passe toujours. Il y a eu des gens qui disaient mais l'hydroxychloroquine, ça marche très très bien. Ben non, et c'était des débats très amusants, nécessaires dans le milieu scientifique, mais qui ont angoissé la population, qui veulent des vérités, ils veulent des certitudes. Or, la science n'apporte pas de certitude. La science apporte des problèmes à débattre. Et donc j'en viens à ma troisième et dernière question du public. Demeurez-vous, Boris Cyrulnik, optimiste sur l'avenir pour nos petits-enfants et dans le monde qui vient? Alors je suis optimiste parce que je suis convaincu qu'on court à la catastrophe. Alors, il peut y avoir des évolutions, des adaptations, des réformettes. Ce qu'on fait d'habitude quand on est en paix, on fait une réformette, on augmente un petit salaire, on améliore une route. C'est des réformettes. Mais quand il y a une catastrophe, on est obligé à faire une renaissance. Et il y a eu beaucoup de renaissances dans l'histoire humaine, toujours après des catastrophes. Catastrophes épidémiques, les pestes. 1348, le servage existe en France. Il y a eu tellement de morts qu'il faut courtiser les paysans si on veut manger. 3 ans après, 1 Européen sur 2 est mort, mais le servage a disparu sans débat, tellement on avait besoin des paysans. Après la guerre de 14-18, les hommes rentrent, 1,5 million, des jeunes gens, beaucoup n'avaient pas le droit de vote. Ils étaient engagés à 17 ans, c'était des adolescents. L'âge d'adulte, c'était 21 ans à cette époque-là. 1,5 million de morts, 3 millions à 4 millions de gazés. Et à cette époque-là, on ne savait pas faire le diagnostic de syndrome psychotraumatique. Ces hommes étaient rendus fous de peur et de douleur et des conditions de cette guerre effrayante. Quand ils sont rentrés chez eux, ils étaient invivables. Et les femmes avaient tout fait marcher pendant 4 ans. Et elles ont découvert qu'elles étaient capables de tout faire marcher. Et quand les hommes sont rentrés de la guerre, c'était des hommes invivables. Et donc il y a eu un pic de divorce qui a tout aggravé, bien sûr. Et après la guerre de 39-40, après la guerre d'Algérie, il y a eu le même phénomène, c'est-à-dire que quand les hommes font les idiots en allant faire la guerre, les femmes font tout démarcher et découvrent qu'elles sont capables de faire marcher une société. Donc, on voit qu'il y a une révolution culturelle après chaque catastrophe.
Alors une question sur l'école. L'école, selon vous, doit-elle former à la parentalité quand on voit en fait l'impact sur l'enfant? Je vous avais dit tout à l'heure que c'était la dernière question, mais voilà, il y en a d'autres. Alors moi je dirais que ce qui doit former à la parentalité, c'est pas l'école, c'est les artistes. Tout à fait d'accord. C'est les romanciers, c'est les cinéastes, c'est les poètes, c'est les chanteurs, c'est qui doivent présenter comment on fait une famille, maman, les chansons sur maman, les chansons sur papa, ou même les chansons éducatives, la lutte contre l'inceste. Bonjour ma cousin, bonjour ma cousine, on m'a dit que vous m'aimiez, est-ce bien la vérité? Tu peux pas courtiser n'importe quelle femme, tu peux pas la courtiser n'importe comment. C'est sous forme artistique, c'est présenté joliment. On va voir un film, c'était la fonction du théâtre dans la Grèce ancienne. Les comédiens devaient mettre en scène les problèmes de la cité. Ensuite, on bouclait les portes et les citoyens devaient se disputer, bien sûr, parce qu'ils n'étaient jamais d'accord. Comme nous, quand on va au cinéma, on va au restaurant ensuite et on n'est jamais d'accord. C'est-à-dire que, mais c'est bien, c'est la fonction démocratique. Alors on argumente. On allait au théâtre, on allait au cinéma, on allait au restaurant, mais ça reviendra. Aïe, 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 ça reviendra. Alors là, ce sera la dernière question. Et là, on vous interroge en tant que président du prix Annie et Charles Corrin, qui est un prix donc pour l'enseignement de l'histoire de la Shoah porté par le Fonds social juif unifié. Donc vous êtes président du prix Annie et Charles Corrin, mais vous avez également évoqué Marc-Alain Waknin dans votre entretien. Alors faut-il se souvenir, ou comme le dit la Bible, faut-il en fait effacer Amalek ? Alors, le souvenir, c'est pas le retour du passé. Le souvenir, c'est la représentation du passé. C'est-à-dire qu'on va chercher dans son passé ce qui nous permet de donner une forme verbale, imagée, cinéaste, théâtre, à ce qu'on sent au présent. Donc le souvenir, c'est nous qui le fabriquons. Donc, bien sûr, il faut parler de la Shoah, mais il ne faut pas en parler n'importe comment. Il ne faut pas ruminer. On a été malheureux, on a été persécuté. Ça, c'est le syndrome psychotraumatique. Le même. Alors, il faut réfléchir, quelles sont les conditions qui ont permis ce crime incroyable? Quelles sont les conditions qui ont permis à une minorité de juifs européens de se remettre à vivre? À quel prix? Comment? Ça, c'est la résilience. Donc, on parle du passé, on parle d'un trauma incroyable, mais on n'en parle pas n'importe comment. On ne rumine pas. On cherche à comprendre, et en disant ça, je pense à Hannah Arendt qui disait ça. Elle disait, moi, je ne veux pas juger, je ne veux pas... Elle était la maîtresse de Heidegger, qui était membre du comité central du parti nazi. Et elle disait, je ne veux pas juger, je veux comprendre. Et quand j'étais enfant, je disais exactement les mêmes choses. Moi, le seul moyen que j'ai de m'en sortir... Le seul moyen que j'ai de redevenir maître de mon monde intime, c'est comprendre. C'est pour ça que je suis devenu psychiatre. Ne pas juger, mais comprendre. Yael, je vous laisse le mot de la fin. Je crois qu'on va rester sur ce mot important. Merci beaucoup. Merci Boris Cyrulnik. Ouais. Merci de nous avoir fait ce cadeau. Voilà. Merci de m'avoir invité. J'étais bien chez vous. On a bien... Merci. Et à très vite, merci à elle. À très vite, Fabienne. Et donc je m'en souviens.